Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Leader Résilient. Aujourd'hui, on reçoit Karine Montes de Oca. Bonjour Karine! Bonjour Nadine. Karine, je te souhaite la bienvenue aujourd'hui et je te remercie d'être avec nous. Merci Nadine de m'avoir invitée. Karine, j'aimerais savoir, qu'est-ce que la résilience pour toi? Alors, la résilience, pour moi, je vais utiliser une image. Je fonctionne beaucoup par image. La résilience, pour moi, c'est quand tu vois par exemple un espace de nature, un champ, une forêt par exemple qui a brûlé. Après, il reste plus rien, c'est tout noir, tout est brûlé, même quand il y a des bouts d'arbres, ça se réduit ensemble, enfin tout est mort, il n'y a plus rien. Si on repasse quelques mois plus tard, on voit que déjà la nature commence à reprendre ses droits parce qu'il peut y avoir des petites pousses. Alors effectivement, ça dépend si c'est l'hiver ou le printemps, mais en tout cas, au fil des saisons, on voit que la nature reprend un petit peu ses droits. Puis si on repasse un an plus tard, on va voir qu'il y a peut-être des arbustes qui se sont développés, des animaux qui reviennent. On repasse 10 ans plus tard, 30 ans plus tard, la forêt est reconstituée. Donc pour moi, l'image de la résilience, c'est ça. C'est quand en fait, là où il n'y avait plus de vie, la vie revient, la nature reprend ses droits exactement. C'est vraiment cette image-là. Et pour moi, plus personnellement, ou en tout cas, enfin même pour tout individu, on va dire pour l'être humain en fait, je dis pour moi, mais pour tout le monde en fait, c'est vraiment le fait de pouvoir se remettre d'un événement traumatisant ou d'un choc. Mm-hmm. Et se pouvoir, voilà, se réinventer, se remettre du choc, voilà. Merci beaucoup. J'aime tellement ton image de la nature, le vert qui reprend. Ici, tout est très, très blanc. On a eu beaucoup, beaucoup de neige et je suis en manque de ce vert printanier. J'ai très hâte. Bon. Karine t'a parlé de choc, de moments traumatiques. Toi, quels sont les moments clés de ta vie qui t'ont amené à faire preuve de résilience? Alors, j'ai pas mal réfléchi à cette question déjà, sur le fait de qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui m'amène moi à faire preuve de résilience. Et je pense que dans le mot amener à faire preuve, déjà, il y a la dimension, ce qui nous a obligés Oui. à être dans cette situation et ce qui nous a permis d'en sortir. Donc, parce qu'en fait, la résilience, on se rend compte que c'est un processus, c'est pas à un moment donné, ah, ça y est, je suis résilient. Il y a quelque chose qui arrive, en général pas agréable, traumatisant, et comment on va faire pour s'en sortir ou pour se réinventer. Donc, il y a vraiment cette dimension déjà de deux moments. Donc, ce qui, moi, personnellement, m'a amené à être résiliente, c'est le moment où arrive le choc, effectivement, le choc ou les contraintes, hein, les différentes contraintes, parce que ça peut être un choc ponctuel ou tout un tas de circonstances qui font qu'on n'est pas bien. Il y a ce moment-là déjà qui vient nous remettre en question, nous perturber. Et par la suite, je pense qu'il y a un autre moment qui est une sorte de déclic. Et c'est ce moment qui va permettre peut-être de faire le switch. C'est-à-dire, on passe d'un moment où on est envahi, où on est submergé par une situation, à une partie qui est un entre-deux, une espèce d'entre-deux qui va être comment on s'adapte à ces contraintes. En gros, on va développer tout un tas de stratégies, mais vraiment d'adaptation aux contraintes qui sont là, ou alors à la douleur, ou alors voilà, ce qui nous arrive. Et le moment où on va s'en sortir, je pense que c'est vraiment le moment où on va rencontrer une opportunité qui va nous permettre de nous réinventer, ou qui va nous permettre de rebondir. Bon, quand on est en train de se noyer, on ne voit pas nécessairement toutes les bouées qui peuvent nous être lancées. On va en trouver une, on va s'accrocher. C'est peut-être pas la bonne. Comment reste-t-on ouvert à ces opportunités de rebondir plutôt que continuer à être aveugle? En fait, c'est exactement ça. Déjà, ce que tu as dit, il y a cette partie-là d'aveuglement. Comment faire pour arriver à trouver? Mais en fait, je ne sais pas si on le trouve au moment où ça nous
où ça nous arrive. Je ne sais pas si on est dans l'état d'esprit de chercher seulement, où on cherche, mais est-ce qu'on est capable de trouver cette opportunité? Et je pense qu'elle arrive en fait. L'opportunité, elle passe, elle est là et elle vient nous saisir ou pas. Mais en l'occurrence, si je m'en réfère à mon propre vécu ou au vécu des personnes que j'accompagne, oui, il y a une opportunité à un moment donné, il y a quelque chose dans la situation qui change ou que l'on perçoit différemment, parce que peut-être que déjà on commence à aller mieux ou à avoir envie de percevoir les choses autrement. Et c'est à ce moment-là qu'on est en capacité de saisir cette opportunité. Je ne sais pas si c'est assez concret ou… Oui, ce que j'entends, corrige-moi si je me suis trompée, c'est il va y avoir des opportunités, on peut ou non être en état de les recevoir et de s'en servir, mais il y a une décision chez nous de dire, OK, là c'est le temps, je dois saisir l'opportunité pour m'en sortir, pas nécessairement dans ces mots-là, de façon consciente. Oui, il y a une décision quelque part, mais je ne sais pas si elle est si consciente que ça. Je pense qu'elle peut parfois être très consciente. Et je pense que parfois, elle est consciente, mais ce n'est pas forcément une décision. C'est quelque chose qu'on va faire, effectivement. Je ne sais pas si on a conscience pleinement qu'on est en train de prendre une décision importante pour soi. Je pense qu'à un moment donné, il y a cette opportunité qui est là. Et je pense qu'il y a à un moment donné quelque chose qui nous permet d'apporter de la clarté à ce qui se passe. D'apporter de la clarté et donc d'apporter de la reconnaissance. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et à un moment donné, de se dire, ah, OK, en fait, voilà, il s'est passé ça. J'en prends acte. Je ne vais pas rester là-dedans. Et en fait, oui, je peux faire quelque chose. Je ne sais pas si ça se passe pour tout le monde de la même manière, aussi consciemment ou pas. Mais c'est effectivement ce moment clé qui va permettre de se dire, OK, là maintenant, je vais faire ça ou je vais mettre ça en place. Et on ne sait pas si on va s'en sortir, si ça va être la bonne chose, mais voilà, en fait, on se met en mouvement. On ne reste pas dans l'état de choc, en fait. Parce que le problème le fait de ne pas pouvoir sortir d'un trauma, le propre du trauma, c'est qu'il se rejoue tout le temps, en fait. Il a eu lieu à un moment donné dans le passé, proche ou lointain, mais il se rejoue tout le temps en fait. Ouais. Je pense que le moment où il y a une prise de conscience, un éclaircissement, une clarification, quand je dis éclaircissement, c'est une clarification de ce qui se passe, ou la compréhension du problème, et je pense que cette compréhension, elle vient pas forcément de soi. En tout cas, c'est pas aussi facile tout seul. Mais quand on sent qu'il y a quelque chose qui est compris, soit par autrui, soit par soi-même, je pense que là, le switch, il peut se faire plus facilement. Ouais. OK. Ouais. Il y a la notion de comprendre, intégrer ce qui vient de nous arriver et aussi la notion de reprendre notre droit de passer à l'action. Exactement, exactement. Je pense qu'il y a un vrai… tu as utilisé le mot décision et il y a une vraie décision, mais comme je te dis encore une fois, est-ce qu'elle est complètement consciente ou pas? Je ne sais pas, mais il y a vraiment un vrai truc qui se passe, quoi, à un moment donné. Merci pour ce partage, Karine. Qu'est-ce que signifie pour toi le mot échec? Le mot échec. Déjà, je me posais une question par rapport à ce mot. Je serais très curieuse de savoir si ce mot existe dans toutes les langues. Parce que je me dis, dans notre langue, il existe, mais je serais curieuse d'aller voir dans d'autres cultures si ce mot existe parce que quand j'ai réfléchi déjà à ce terme-là, je me suis dit, mais en fait, l'échec, c'est ce que nous, on pose comme mot sur une situation. Parce que l'échec, c'est ultra subjectif. Je pense qu'il n'y a que échec par rapport au fait qu'il y a des attentes par rapport à un objectif. J'ai un objectif, je veux faire ceci ou cela, je veux construire un immeuble en 6 mois et puis en face de moi, j'ai une attente de délai et finalement, c'est pas prêt et au bout d'1 an, l'immeuble est toujours pas construit. Voilà, je perds les investisseurs, je perds tout un tas. Bon, bref, tout le projet s'écroule, c'est un échec. Le projet est un échec, mais il n'est un échec qu'au regard des attentes qui ont été mises sur l'objectif. Donc le mot échec, tout ça, je trouve que c'est très subjectif. Maintenant, pour moi, personnellement, l'échec, c'est quand effectivement, j'ai le sentiment de ne pas avoir réussi quelque chose. Donc je pense que le mot échec, déjà, c'est un sentiment, c'est pas un état de choses. Parce que c'est ce que nous, c'est vraiment le regard que l'on va poser
sur une succession d'événements ou sur le résultat d'un événement. Donc, en fait, il y a pas, en fait, dans l'absolu, dans la réalité, on va dire, de la vie, à l'échelle planétaire, par exemple, il n'y a pas d'échec. En fait, il y a des circonstances et voilà. Et même l'être humain, quand il dit j'ai échoué là-dedans, en fait, il doit composer avec de nouvelles circonstances auxquelles il ne s'attendait pas. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis non, mais l'échec, c'est ce que nous on fait d'une situation. D'autres personnes vont voir dans ce que moi je vois comme un échec, ils vont en voir une opportunité. Donc ouais. Ouais, ben, je pense que dans tout ce qu'on pourrait considérer comme un échec, il y a une opportunité de se construire, de bâtir, d'apprendre. Mais c'est passé, on peut continuer à le rejouer dans notre tête, mais ça n'y changera rien. Donc, on est mieux de passer à l'action, comme tu disais, là, de reprendre notre droit d'agir et de poursuivre. Et quand tu regardes tes activités professionnelles, quelle est la place que la résilience occupe, que ce soit pour toi ou pour tes clients? Alors la place, elle est quasi quotidienne en fait. Pour moi et pour mes clients. Alors pour moi, je dis oui, elle est quotidienne déjà parce que c'est quasiment ce qui m'anime tous les jours. Déjà, je me lève, j'ai mis en place une routine pour justement sortir de certains travers. Donc, j'ai mis en place quelques routines. Parce que moi, ce qui m'a permis d'avancer aussi dans la vie et de sortir de certains moments compliqués, ça a été le sport à un moment donné dans ma vie. Donc, j'essaye toujours de me tenir à faire du sport, si c'est pas quotidiennement, au moins 2-3 fois par semaine. Donc voilà, c'est tout un tas de stratégies de résilience justement que j'ai mis en place, là pour le coup consciemment et au quotidien. Donc ça, c'est vrai que c'est tous les jours. Et puis c'est aussi tous les jours parce que c'est quelque chose qui m'anime profondément quand j'accompagne les personnes que je peux accompagner. C'est sur le changement. Donc le changement dans leur vie professionnelle, le changement dans leur vie, dans leurs habitudes alimentaires notamment, leurs habitudes de vie. Et ça parle de résilience parce qu'en fait, la résilience, c'est quoi? C'est vraiment le changement pour croître, le changement qui amène à une évolution et à un épanouissement derrière. Donc voilà. Karine, si tu pouvais nous donner un seul conseil pour développer sa résilience, qu'est-ce que ce serait? Pour développer sa résilience, c'est pas de moi. C'est pas de moi la phrase. Okay. Je dirais connais-toi toi-même. Oui. Oui, je pense qu'apprendre à se connaître, c'est sûrement la clé. Ça, c'est quand on peut se permettre qu'on n'est pas pris dans la tourmente. Hein, c'est un conseil pour les personnes qui ne sont pas pris dans la tourmente et qui réfléchissent à comment faire pour être résilient dans l'absolu. Effectivement, c'est prendre le temps de se connaître. Ça veut dire déjà se reconnaître dans qui on est, la personne que l'on est. Et ça veut dire quoi, apprendre à se connaître? Pour moi, c'est vraiment savoir de quoi on est fait. C'est quoi ce qui est important pour nous? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi ce qui nous fonde profondément? C'est quoi aussi nos compétences? Nos compétences, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de reconnaître notre valeur à nous, pour le coup. Pas juste les valeurs au sens des principes, mais ce qui est important, ce qui nous anime, mais ce que nous, on a aussi d'important, nos compétences, nos habiletés, nos aptitudes. C'est ça aussi, se connaître. C'est aussi connaître ses limites, parce que ça fait partie aussi des compétences. Reconnaître ses propres limites, savoir où on peut aller, où on a envie d'aller, mais savoir aussi où on ne peut pas aller. Et puis nos aspirations, en fait. Connaître nos aspirations. Qu'est-ce qui nous anime pour demain? De quoi on a envie? Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Vers quoi on veut aller? Et je pense que quand on ne se connaît pas bien, ou qu'on pense bien se connaître, mais qu'en fait, on n'a pas tellement creusé le sujet, parce qu'on est pris dans la tourmente de la vie, je pense que le jour où arrive le choc, et bien, c'est là qu'on est vraiment ébranlé. Parce que les personnes qui sont... j'ai autour de moi des personnes qui ont vécu des choses
difficiles, hein, ben, elles n'ont pas été ébranlées comme ça. Elles n'ont pas été ébranlées comme d'autres l'ont été, parce que je pense que ce sont des personnes qu'on appelle solides. Et qu'est-ce qu'on entend en général par solides? Ce sont des personnes qui se connaissent bien, qui savent d'où elles viennent et qui savent où elles vont. Et ça, je crois que c'est la force la plus grande que j'ai constatée chez les gens, c'est qu'effectivement, ces personnes-là se laissent pas ébranler facilement. Donc, conclusion, je pense que oui, bien se connaître, c'est vraiment une clé. Parce que de toute façon, si on ne se connaît pas et qu'on rencontre des difficultés ou des chocs importants, ça va nous amener à aller creuser en nous, et aller rechercher un petit peu la force qui va nous permettre de sortir de là. Et la force qui va nous permettre de sortir de là, en général, ça va être effectivement, ah mais oui, je suis capable de ceci ou cela, ah mais oui, j'ai telle valeur qui va me porter ou tel rêve qui va me guider, parce qu'un instant, je vais avoir le focus là-dessus et je vais plus regarder en arrière. Ça va être tout ça. Donc, de toute façon, soit on y travaille en amont, soit quand ça nous arrive dans le visage, eh bien, on va être obligé d'aller rechercher en soi, dans notre bibliothèque de ressources personnelles, qu'est-ce qui fait que, sur quoi on va s'appuyer, sur quoi on va s'appuyer pour rebondir, quoi. Parce qu'en fait, tout est là, tout est là. D'ailleurs, au passage, une petite chose, j'entends la phrase « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette phrase, parce que je pense que ce qui ne nous tue pas ne nous tue pas. Point final, en fait, déjà. Mais qu'en fait, c'est pas que ça nous rend plus fort, c'est que je pense que la force, elle est déjà là, et que justement, on se connaît pas forcément si bien que ça, et que le fait d'aller rechercher en soi, comme je dis, dans sa bibliothèque de ressources, on se rend compte que, mais en fait, si, on a de la force et on va l'épuiser dedans. Donc, je pense que ça nous ouvre l'esprit, ça nous ouvre le champ des possibles, mais c'est pas ça qui nous rend plus fort. C'est pas le choc qui nous rend plus fort. Le choc il nous blesse. Il nous rend pas plus fort en soi. La conséquence de ce choc, c'est qu'effectivement, on va être obligé, parce qu'on va rechercher, c'est dans notre nature, des stratégies d'adaptation, des stratégies de rebond. On va aller chercher dans cette bibliothèque qui est là, dans notre inconscient, notre non-conscient, et on va aller rechercher quel est l'outil l'outil qui va nous permettre de rebondir. J'aime beaucoup la suite de ta réflexion. Ce que je comprends, c'est, dans le fond, on devrait tous prendre un temps d'arrêt une fois de temps en temps, se reconnecter sur comment on voit le futur, à quoi on aspire, quelles sont nos valeurs, quelles sont les forces innées que j'ai, mais aussi celles que j'ai acquises. Depuis la dernière fois que j'ai fait cette réflexion-là. L'autre élément aussi, c'est le choc nous blesse et c'est comment on va aller rechercher ces ressources en nous pour rebondir, se reconstruire et continuer d'avancer. C'est ça? C'est ça, c'est ça. J'avais déjà réfléchi à cette question de quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui veut être résilient. Ça, c'est un conseil, on va dire, comme je dis, à donner en amont. Ça, c'est dans l'idéal. Mais c'est que si tu me permets d'en donner un autre, à la limite, c'est on est dans la tourmente, on va se dire, tiens, je vais apprendre à me connaître, ça va aller mieux. Je pense que je ne penserais pas à ça si j'étais dans la tourmente. Mais non, on n'y pense pas. Enfin, c'est pas du tout. C'est tellement limite ésotérique. Enfin, c'est abstrait. Ça parle pas. C'est pas concret. Je pense que ça, c'est quand on va bien, en fait, qu'il faut faire ce travail de se connaître soi-même. Mais sinon, je pense que vraiment, pour les personnes qui sont dans la tourmente, comme je dis, qui sont vraiment dans l'œil du cyclone et ça va vraiment pas, je pense qu'en fait, il faut s'arrêter. Il faut tout arrêter dans sa tête et juste prendre acte de ce qui se passe. Juste se reconnecter vraiment au moment présent, c'est-à-dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Et accepter, alors non pas ce qui vient de se passer comme ça, j'accepte, super, mais accueillir les émotions en fait qu'on est en train de traverser, accepter qu'on est en train de traverser ces émotions-là. Et je pense que c'est la première urgence, c'est tout arrêter pour prendre le temps de se reconnecter à ces émotions. Et le chemin est le même en fait. Hein. C'est un moyen aussi de se reconnecter à soi pour après faire le chemin d'apprendre à se connaître. Mais d'abord, apprendre à se connaître, c'est pas assez.
concret. Je pense que vraiment le fait de s'arrêter, de dire ok, j'arrête le temps qui passe entre guillemets, j'arrête la folie de la vie de tous les jours, etc. Je prends un moment pour moi, je me mets dans une posture un peu d'introspection. Ouais. Je pense que ça c'est salvateur. Ouais, Je ouais. pense que c'est salvateur. Ouais, je trouve qu'on a tendance à donner un côté péjoratif aux émotions, alors que ces émotions sont une ressource extraordinaire. Elles nous remplissent d'un potentiel d'énergie pour pouvoir passer à l'action. Ce qui est le côté négatif, c'est peut-être les petites histoires qu'on se raconte par rapport à, à ces messages physiques qu'on a dans les émotions. Et le temps d'arrêt dont tu parles, arrêter, introspecter pour reconnaître ses émotions et se demander, dans le fond, outre les petites histoires que j'ai pu me raconter, qu'est-ce qu'elles peuvent me dire, ces émotions-là? Comment je peux m'en servir pour répondre plutôt que réagir, répondre à ce qui se passe. Mais c'est marrant que tu utilises le mot répondre parce que parfois on n'arrive pas, parfois souvent je pense que tout seul on n'arrive pas même à se dire je vais prendre un moment d'introspection pour moi, j'accueille mes émotions, etc. Parfois c'est bien d'avoir quelqu'un aussi en face de soi. Je pense aux amis, aux accompagnants. Parce qu'on a quelqu'un qui nous répond en face. Et quand on est tout seul en roue libre, avec un petit vélo dans la tête à ruminer ce qui nous arrive, c'est hyper compliqué. Alors que d'avoir quelqu'un en face de soi ou au téléphone, un ami, d'avoir une conversation, c'est vraiment utile parce que quand on n'arrive pas à se reconnaître soi-même dans sa propre douleur, le fait d'entendre quelqu'un acquiescer ou dire ah oui, reconnaître nos problèmes, et ça peut être un déclic. Pour moi, je pense que c'est une vraie source de déclic. Parce que déjà, la personne apporte de la considération à ce qui s'est passé, chose qu'on n'arrive pas forcément à faire soi-même, parce qu'on est en boucle là-dessus. Et je pense qu'à partir du moment où quelqu'un d'autre que soi-même a pris en considération le problème, nous-mêmes, ça nous permet par rebond, un peu par effet miroir, de nous dire, en fait, ah oui, il a compris ou elle a compris et donc, ok, donc c'est passé. On prend acte à ce moment-là que ça s'est passé. Si ça s'est passé, c'est que c'est du passé. Si c'est du passé, c'est peut-être qu'on peut aller vers autre chose. Et ça, je pense que c'est vraiment une ressource, l'amitié ou la relation à autrui, qui est très, 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 très puissante. Très, très, très puissante. Donc, l'autre nous permet de passer d'un état où l'on subit à un état où on peut observer et décider, c'est ça? Mais oui, parce que autant les clés sont en nous si on a cette capacité d'introspection, autant elles sont aussi toujours en nous, mais à travers la relation. Dans la relation, on va dire dialogique à l'autre personne, ça va nous nourrir. Ça va nous nourrir dans notre réflexion, nous sortir un petit peu, nous permettre de prendre un peu de la hauteur, peut-être cette hauteur qu'on n'arrive pas à prendre tout seul parfois. Donc ça, c'est important. Et ça me permet de revenir sur la question que tu me posais tout à l'heure, qui était les moments clés, en fait. Tu me parlais des moments clés. Et je pense que ça, pour moi, ça a été un moment clé. À un moment donné, d'être dans cette opportunité. Pour moi, l'opportunité, elle était là d'avoir une discussion avec une personne et de me dire ah oui tiens c'est pas bête ce qu'il a dit là, ça fait écho à quelque chose. Ah mais oui, mais ça c'est vrai. C'est être dans une qualité de relation, la qualité on va dire du propos. Parce que la personne t'amène vraiment dans ce qu'elle dit, se dire ah oui effectivement, et puis la qualité du lien à la personne, parce qu'elle va t'amener de la considération. Et je crois que ça c'est des moments qui peuvent être clés. La relation qu'on a à soi, c'est une chose, mais la relation qu'on a aussi à autrui, la qualité que l'on peut avoir dans ces relations à autrui, c'est vraiment aussi des clés, je pense vraiment. Merci beaucoup, Karine. Karine, tu es une personne multitalent, extrêmement douée, côté créatif extrêmement développé. Comment tu mets tout ça ensemble pour aider tes clients? Oui. Eh bien, écoute, justement, en tant que maman et entrepreneur, bon, il faut savoir donc que j'ai une formation en conseil et accompagnement du changement, mais en tant que maman et entrepreneur avant tout, j'ai à cœur
aujourd'hui d'accompagner plus particulièrement les femmes entrepreneurs, voire les femmes mères de famille entrepreneurs, justement à se reconnecter à elles-mêmes, prendre le temps de se reconnaître, voire se reconstruire si il y a besoin de se reconstruire, et si c'est pas se reconstruire, à ce moment-là mettre en place des saines habitudes de vie, et dans le but en fait de les aider à augmenter, on va dire, leur niveau d'énergie pour leur permettre de vraiment bien entreprendre, ou d'entreprendre, ou de maintenir leur énergie parce qu'elles sont entrepreneurs au quotidien. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Donc, tu aides les mamans entrepreneurs. Oui, on peut dire ça comme ça. Les femmes ambitieuses qui sont, comme la plupart des femmes de toute façon, qui sont multitalents, multitâches, multipotentielles. Et je pense que la femme maman entrepreneur doit jongler tout le temps avec ses casquettes, doit composer avec une multitude de contraintes et de situations totalement différentes les unes des autres, mais qui sont contenues dans le même temps des 24 heures qu'il y a dans une journée. Et le fait de switcher, de jongler avec ces casquettes toute la journée, je pense que c'est très énergivore. Ouais. Et en plus d'être chronophage, et que tout ça requiert une santé de fer, quoi. Une santé mentale, une santé émotionnelle, une santé physique, une santé à tous les niveaux. Et c'est sur ces niveaux-là en fait que j'aime accompagner les personnes. C'est vraiment les accompagner à avoir cette énergie, à la maintenir, à se muscler de ce côté-là. Je dirais même pouvoir, je ne veux pas dire ancrer, mais pouvoir capitaliser sur leur énergie vitale. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est capitaliser, c'est-à-dire que l'énergie ou la santé, l'énergie, la forme, on met les mots qu'on veut dessus, mais pour avoir traversé aussi cette problématique, et pas qu'un peu, puisque j'ai à une période perdu ma santé, c'est la première compétence, en fait, en termes de capital, tu parlais de capital, c'est la première compétence pour moi des entrepreneurs. Et parce que j'ai vraiment compris ça au moment où je l'avais plus, je me rends compte que ça sert à rien d'entreprendre si on n'a déjà pas la santé à la base. Donc, la base de nos compétences, c'est la santé. Après la santé, on va monter en énergie, et après, on va avoir une énergie supérieure qui va être celle vraiment de l'entrepreneuriat. Parce que je pense que pour déjà, de base, il faut avoir de la santé et de l'énergie, mais pour entreprendre, je pense qu'il faut vraiment une sacrée énergie quand même. Donc voilà, c'est ce capital-là qui est à remuscler, comme je dis, à développer. Ben oui. Puis je pense qu'avec cette hygiène, cette discipline de l'énergie, on s'offre également la capacité de mieux rebondir au choc de la vie. C'est ça, c'est vraiment, c'est ça mon objectif. Mon objectif quand j'accompagne les personnes, c'est pas les accompagner sur la santé pour les accompagner sur la santé et que sur la santé, c'est vraiment leur permettre d'avoir ce capital à la base pour en fait leur permettre par la suite de développer et de déployer tous les moyens, enfin d'avoir à leur disposition tous les moyens et les ressources possibles pour comment dire, développer leur entreprise. Merci beaucoup, Karine. Et puis pour nos auditeurs, vous allez pouvoir trouver les détails ou trouver Karine dans la description du podcast. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez également communiquer avec moi. Donc, Karine, un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'adore la façon de t'exprimer, les propos que tu apportes, la réflexion que tu mets en évidence. Donc, un immense merci. Merci à toi, Nadine. Merci beaucoup.